C'est l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire de l'humanité. Le Pakistan frappé par des inondations gigantesques, au moins 1600 morts, 7 millions de déplacés, des dégâts estimés, la fourchette est large, entre 18 et 30 milliards de dollars. Un carnage climatique, comme l'a dit le secrétaire général des Nations Unies. Sommes-nous entrés dans l'ère des méga catastrophes? Peut-on parler d'injustice climatique pour les pays les plus pauvres? On en débat dans une minute, mais d'abord, l'état des lieux avec Gaspard Flamand. Ici à Mehar, dans le sud du Pakistan, on ne distingue plus que le haut des minarets de cette mosquée qui émerge d'un lac créé par les inondations et qui s'étend sur des dizaines de kilomètres de long. Des volontaires de la marine parcourent les eaux sur des bateaux de sauvetage pour apporter de l'aide aux habitants dans la détresse, car les pluies continuent et la situation ne s'améliore pas. Nous ne vivons pas ici par choix. Tout ce que nous possédons est sous l'eau. Tout a été emporté par les eaux. Nous sommes obligés de vivre ici. Nous sommes piégés. Depuis le mois de juin, 1600 personnes ont perdu la vie dans ces violentes inondations. 13 000 sont blessés. En cause, des pluies de mousson, les pires qu'ait connu le pays depuis des dizaines d'années. En plus du bilan humain, le bilan matériel est aussi lourd. Avec un tiers du pays touché, 2 millions d'habitations et 7000 km de routes sont détruites. Des pans entiers de terres agricoles vitales emportées. Devant l'ONU, le Premier ministre pakistanais assure que ces inondations ne sont qu'un prélude. Nous vivons actuellement une mousson sans précédent. C'est littéralement une mousson sous stéroïdes, comme le secrétaire général des Nations Unies l'a décrit de manière très appropriée. Elle est sous stéroïdes. Une chose est très claire, ce qu'il s'est passé au Pakistan ne restera pas cantonné au Pakistan. Face à cette situation, l'OMS a placé le pays sur son plus haut échelon d'alerte, car avec des dizaines de millions d'habitants qui vivent dans des conditions épouvantables, les risques d'apparition de maladies liées à l'eau sont démultipliés. Après sa visite au Pakistan au début du mois, le secrétaire général des Nations Unies en appelle à la solidarité internationale et craint un avenir de chaos permanent et omniprésent. Qu'il s'agisse du Pakistan, de la Corne de l'Afrique, du Sahel, des petites îles ou des pays les moins développés, les personnes les plus vulnérables du monde, qui n'ont rien fait pour provoquer cette crise, payent un prix horrible pour des décennies d'intransigeance de la part des grands émetteurs. Les pays du G20 sont responsables de 80% des émissions. Le gouvernement pakistanais estime que 10 milliards de dollars sont nécessaires à la reconstruction du pays, en particulier pour les télécommunications, les routes et l'agriculture. Je vous présente tout de suite les invités de ce second débat dans Sens Public. Françoise Vimeux, bonsoir, bienvenue. Vous êtes climatologue, directrice de recherche à l'Institut de recherche pour le développement. Léa Falco, membre de l'association Pour un réveil écologique, bonsoir, bienvenue. Bienvenue également à Gilles Boquera, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, spécialiste de l'Asie du Sud et auteur de cet ouvrage « Le Pakistan en 100 questions » publié aux éditions Talendier. Et évidemment, Laetitia Krupa est restée à mes côtés. Je vous fais réagir sur une des formules qu'on a entendues dans le sujet à l'instant de Gaspard Flamand, une mousson sous stéroïdes. Est-ce que vous diriez ça, vous aussi? Alors, je n'avais pas pensé jusqu'à présent à parler comme ça, mais c'est un peu ça en fait, parce que c'est vraiment une mousson exceptionnelle. D'abord, on a une variabilité d'une année à l'autre très forte dans cette région-là pour les moussons, les pluies de mousson. Cette mousson, elle a été exacerbée aussi parce qu'on a une situation La Niña, vous savez, ces phénomènes El Niño, La Niña qu'on connaît dans le Pacifique équatorial. Cette année, on a une situation La Niña, c'est-à-dire on a des eaux de surface dans le Pacifique équatorial assez froides. Et ça a un impact sur tout le climat de la région tropicale et en particulier sur les régimes de pluie et donc sur les moussons. Et ça vient exacerber en fait les moussons. Et puis on a eu des pluies en fait au mois d'août particulièrement intenses, des pluies de quelques jours avec des cumuls journaliers vraiment exceptionnels sur le Pakistan. Donc là vraiment une mousson hyper boostée. Moi, voilà, c'était le mot que j'avais. Et c'est ce qui permet d'une certaine façon de dire que c'est une catastrophe d'une ampleur inédite pour le pays, parce que c'est un pays qui est malheureusement qui a déjà vécu des inondations gravissimes. Oui, alors en fait, comme je le disais, les moussons sont vraiment très variables, c'est-à-dire qu'elles se succèdent d'une année à l'autre, mais elles peuvent être très différentes. Mais là, on a vraiment des cumuls de pluie entre mi-juin et août qui sont exceptionnels. Par exemple, sur le mois d'août, si on regarde sur l'ensemble du pays, les pluies sont multipliées par 3 par rapport à ce qu'on attend d'habitude. Et sur le sud, en fait, du Pakistan, c'est multiplié par 7, 8, avec des événements extrêmes très ponctuels. Et donc, c'est vraiment le couplage entre des pluies
permanente entre mi-juin et fin août et des événements extrêmes depuis qui ont conduit à ces inondations. Alors justement, on va vous regarder ensemble une carte du Pakistan pour bien prendre conscience de l'ampleur de la catastrophe. Ce que vous voyez on va dire en rose, c'est toutes les régions, les provinces qui ont été touchées. Je vais citer les plus importantes, le Baloutchistan, le Pendjab et puis surtout la province de Sindh. J'espère que ma prononciation est correcte. Ça sont des chiffres de fin août, 5 800 000 personnes déplacées, plus de 1 150 000 hectares de surface cultivée affectés. Au total, dans le pays, on parle de 33 millions de personnes touchées par les inondations. Ça représente un habitant sur 7. Gilles Bokera, il faut peut-être dresser le tableau de ce qu'est le Pakistan. C'est aussi à la dimension de ce pays qui est l'un des plus peuplés du monde. Oui, effectivement, c'est le 5e pays le plus peuplé au monde. Et il faut un peu contextualiser cette crise humanitaire et climatique actuelle. C'est le fait, il faut le relier au fait que le pays traverse une crise politique depuis que Imran Khan a perdu la confiance du Parlement et qu'il y a un nouveau gouvernement. Et Imran Khan n'a qu'une obsession, c'est revenir au pouvoir, donc quitte à déstabiliser le gouvernement actuel. Ce qui fait que la classe politique est préoccupée pas seulement par ces inondations, encore une fois, qui sont historiques et catastrophiques. Il y a une crise économique, là c'est évidemment le Covid, la guerre en Ukraine, qui fait de s'enchérir considérablement le prix des matières premières. Et une inflation très forte donc dans le pays. Et ensuite, il y a une crise aussi financière. Il faut savoir qu'en début d'année, le pays était au bord de la cessation de paiement. Le réserve de change couvrait à peine 6 semaines d'importation. Donc le Pakistan traverse actuellement un cumul de crises conjuguées qui font que le pays traverse une phase extrêmement difficile. Oui, donc ça explique aussi l'ampleur sociale de la catastrophe d'une certaine façon, c'est ce que vous nous dites ? Oui, faut savoir que déjà, d'après les chiffres officiels, il y a plus de 2 millions d'habitants qui ont perdu leur logement. Ces populations sont déplacées dans des camps de fortune, avec les risques d'épidémies afférents. Paludisme, dengue, diarrhée, parce qu'il est très difficile de trouver de l'eau potable, par exemple, qui vient par conteneur. Encore une fois, on est face à un pays qui, si on suit l'indice de développement humain de la Banque mondiale, est 161e au niveau mondial sur 192 pays répertoriés. Donc on est face à un pays déjà du Sud, pauvre, qui n'a pas forcément les moyens financiers de réponse à cette crise. C'est pour ça qu'elle fait appel à l'aide internationale. Oui, on va y venir évidemment en détail. Léa Falco, on parle souvent d'injustice climatique. On peut dire que cette catastrophe, elle illustre bien cette notion. Pourquoi ? C'est en fait exactement ce qu'on vient d'entendre, c'est que les crises climatiques en général, comme on sait qu'elles sont plus fortes dans des pays qui ont une moindre résilience, et en particulier les pays des Sud ou les pays en développement, c'est qu'elles s'ajoutent à des crises qui sont déjà en place, des crises politiques, des crises économiques, des crises sanitaires parfois, et que par conséquent, c'est une couche de plus sur ces pays-là qui, en fait, en cumulé et actuellement, ne représentent qu'une très faible proportion des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça ce que je voulais, ce sur quoi je voulais insister. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé ces chiffres, donc la population pakistanaise, ça représente 3% de la population mondiale, responsable de 0,8%, à peine 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Oui, c'est pas surprenant. Vous avez de toute façon, vous avez deux grands enjeux sur l'action sur le réchauffement climatique. Vous avez l'adaptation et vous avez l'atténuation. L'atténuation qui va être la baisse des émissions de gaz à effet de serre, qui donc va être surtout quelque chose sur lequel vont se concentrer les pays émetteurs, même si il faut quand même rappeler que les pays qui émettent moins de 1% des émissions mondiales, c'est 200 pays en tout. Donc il va falloir aussi évidemment que ces pays s'y mettent. Mais vous avez surtout aussi des enjeux d'adaptation, qui sont donc d'adaptation des infrastructures, des modes de vie, des sociétés, qui ne sont pas toujours adaptés et qui, dans le cas de pays comme le Pakistan, ne le sont pas du tout, pour se mettre à niveau de catastrophes conjoncturelles qui vont arriver et qui vont être de différents types. Parce qu'il y a ces inondations, mais il va y avoir aussi au Pakistan, par exemple, des canicules. Il y a eu cet été au Pakistan et en Inde, en l'espace de 3 mois, vous avez eu des canicules quasi mortelles, c'est-à-dire où vous avez une conjonction de température et d'humidité qui rendent impossible la transpiration et qui donc peuvent être potentiellement létales. Et quelques semaines plus tard, vous avez eu ces inondations de mousson. Donc vous allez avoir un panel assez large quand même d'événements climatiques extrêmes auxquels vont devoir s'adapter ces pays-là. Et la question du financement, et on va y revenir je pense assez largement, est évidemment essentielle là-dedans. Évidemment, elle est majeure cette question. Françoise Vimeux, quelle est la part du changement climatique ? Parce que voilà, c'est une vraie question. Il y a des moyens scientifiques de l'évaluer. Expliquez-nous. Oui, alors en fait, quand il y a des événements extrêmes comme ces inondations ou comme la vague de chaleur qu'a connue le Pakistan là au début du printemps, qui était vraiment
complètement exceptionnel, il y a ce qu'on appelle des études d'attribution. Donc en fait, on regarde si un événement extrême que l'on connaît se serait produit dans un climat non modifié par l'homme, et est-ce que sa probabilité a changé, et si cet événement s'était produit dans un climat non modifié, est-ce qu'il aurait été aussi intense? Alors sur la canicule, puisqu'on en a parlé du début du printemps, les études ont montré qu'elle a été rendue 30 fois plus probable par le changement climatique, et de manière globale, on sait que la plupart des vagues de chaleur que l'on recense aujourd'hui sont rendues beaucoup plus probables par le changement climatique sur le territoire hexagonal. Celle de juillet 2019 aurait été quasiment impossible sans le changement climatique. Pour revenir sur les inondations, donc il y a une étude d'attribution qui vient juste d'être réalisée. C'est complexe. C'est complexe pour les pluies parce que les modèles de climat ont des difficultés à représenter les régimes de pluie dans les régions tropicales. Donc, entre guillemets, pour faire simple, on n'est pas forcément aidé. En revanche, ce que montrent quand même ces modèles, c'est que quand on regarde les pluies intenses sur quelques jours, on voit très bien que ces pluies intenses, elles sont de plus en plus intenses au fur et à mesure que le Pakistan se réchauffe. Donc l'attribution, elle montre que le cumul journalier de ces pluies pendant les moussons augmente et est relié certainement, très probablement, au changement climatique. Alors on va parler des infrastructures, effectivement, maintenant dans ce débat. Je donnais le chiffre tout à l'heure, la fourchette elle est large, on parle d'un coût des destructions évalué entre 18 et 30 milliards de dollars, et donc ces inondations, elles ont ravagé beaucoup d'infrastructures et provoqué aussi cette réaction du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. C'était lors d'une visite sur place au Pakistan le 10 septembre. Écoutez. J'ai vu de nombreux désastres humanitaires dans le monde, mais je n'ai jamais vu de carnage climatique de cette ampleur. Carnage climatique, évidemment, la formule a frappé les esprits. Gilles Boquera, je voudrais qu'on rentre un peu dans le détail des infrastructures du pays. Vous nous avez décrit le contexte politique, mais est-ce que l'ampleur de la catastrophe, elle s'explique aussi par l'état des infrastructures d'un pays pauvre comme le Pakistan ? Oui, il y a un organisme qui était supposé gérer d'organisme national et la gestion des catastrophes, justement, qui a été créé en 2007 après le séisme. Encore une fois, c'est un autre problème du Pakistan, c'est il y a eu séisme dans sa partie malayienne, Soto. Ouais. En 2010, je rappelle qu'il y a eu des très fortes inondations au Pakistan, pas comparables à celles de cette année, mais qui étaient déjà très importantes, très coûteuses pour le pays. Une chute la croissance économique a été quasiment divisée par 2 en 2011, suite aux inondations de 2010. Encore une fois, effectivement, là encore, le problème, c'est aussi pour l'acheminement des secours, en fait, pour porter secours aux personnes qui sont actuellement sous les eaux, en fait. Ça pose un réel problème. Les chemins de fer, les routes, tout a été touché par ces inondations. Encore une fois, un tiers du pays a été sous les eaux. Et on peut estimer que la décrue va prendre au moins 2 mois et peut-être jusqu'à 6 mois. Et ça crée le problème aussi des récoltes, évidemment. Ouais. Mais pourquoi ça prend... Pardon, je vous une parenthèse là-dessus. Pourquoi ça prend autant de temps, la décrue? Il y a un aspect un peu de cuvette au Pakistan. Je veux juste essayer de comprendre. Je ne sais pas si vous avez la réponse scientifique, mais... Non, mais encore une fois, le Pakistan est traversé par l'Indus, en fait. Du nord au sud du pays, il y a la plaine de l'Indus, qui est effectivement, notamment avec le système de canaux créé par les Anglais, c'est un peu le grenier à blé et à céréales du pays, et cette région a été particulièrement affectée. Bien qu'ici, cette fois-ci, il y a aussi le Sindh et le Balochistan qui ont été touchés, alors que par exemple, au Balochistan, il y a 1 an, et en partie le Sindh, on parlait de sécheresse. Donc d'une année sur l'autre, on passe de sécheresse, d'épisodes de sécheresse, à des inondations catastrophiques. Et encore une fois, le pays, c'est ce que je disais tout à l'heure, est un pays du Sud qui n'a pas les moyens d'avoir les structures de prévention à mettre en place pour anticiper ce genre de catastrophe. Léa Falco, donc on parle des infrastructures des pays pauvres qui sont forcément moins adaptées, moins résilientes face aux risques climatiques, c'est ça l'idée ?
Non seulement c'est l'idée, mais c'est la réalité, pardon. Voilà, c'est assez documenté quand même. Et vous avez effectivement ce problème de ne pas avoir les ressources financières en interne et donc d'avoir une coopération internationale qui est nécessaire sur ces questions-là. Parce qu'on en a parlé, justice climatique. Le Pakistan est classé par une ONG allemande comme au 8e rang des pays qui peuvent être le plus impactés. Donc qui ont le plus de risques de subir ces événements climatiques extrêmes et diversifiés. Parce que c'est aussi ça qu'il faut retenir dans le cas du Pakistan. C'est que ça va de la sécheresse à l'inondation. Ah oui. Et vous avez rajouté les séismes aussi. C'est toute la difficulté, c'est qu'ils ont tout le panel et que donc ça demande des structures qui sont forcément extrêmement spécifiques. Mais ça dans tous les pays des Sud par ailleurs. Il faut nécessairement que les adaptations soient spécifiques aux enjeux endémiques et locaux. Mais effectivement, vous avez cette question de la coopération internationale financière. Et donc en 2010, vous aviez un pacte qui avait lié les pays développés, et en particulier les pays du G20, pour apporter 100 milliards d'euros par an aux pays en développement d'ici 2020. En 2020, on était à peu près 83 milliards et les difficultés, effectivement... Aux pays en développement, c'est-à-dire à combien de pays en développement ? Je crois que c'était 120, il faut que je vérifie les chiffres, mais c'était une grande partie des pays... Donc il y a 80%, grosso modo, vous dites 83 milliards sur les 100 milliards qui ont été distribués. Absolument, qui étaient du financement public et du financement privé, mais il faut aussi voir les conditions dans lesquelles ils sont octroyés. Et c'est aussi toute la difficulté, c'est que vous avez un certain nombre qui sont des dons, vous avez à peu près 30% qui étaient des dons, mais vous aviez beaucoup de prêts qui du coup sont fixés à des taux qui ne sont pas toujours des taux très favorables pour ces pays-là et qui les incitent parfois à prendre des politiques intérieures pas nécessairement les plus adaptées à la situation. Et vous avez aussi en interne, et c'est toute la difficulté dans le cas du développement international, des politiques, des catégories, des classes politiques sur place qui ne font pas toujours le meilleur usage de cet argent-là. Et donc c'est toute la difficulté, parce qu'au Pakistan, et il faut dire les mots, on peut parler de détournement. Il y a une corruption aussi endémique au Pakistan et dans un certain nombre de pays des Sud à cause justement du manque de résilience politique aussi des infrastructures humaines, entre guillemets. C'est justement la question que je voulais vous poser, peut-être à vous, monsieur. La nature du régime du Pakistan n'empêche pas, d'une certaine manière, les aides extérieures de venir. On ne se précipite pas pour aider le Pakistan, vu la nature du régime islamiste. Peut-être que Gilles Bocquer peut répondre à cette question. Non, je parlerai pas de régime islamiste. Tout de même, le gouvernement actuel, il y a un processus démocratique qui amène le choix du Premier ministre. Maintenant, c'est vrai que l'image du Pakistan n'est pas très bonne en Occident, notamment parce qu'effectivement, c'est associé au mouvement des talibans en Afghanistan et même au mouvement des talibans pakistanais. Il y a eu l'affaire des caricatures il n'y a pas si longtemps, en 2019. Où la France d'ailleurs a été pointée du doigt, ce qui a entraîné le fait que pendant 3 ans, il y a eu un chargé d'affaires à l'ambassade du Pakistan à Paris et pas un ambassadeur. Un nouvel ambassadeur vient juste d'être nommé. Donc c'est vrai que le Pakistan ne bénéficie pas d'une image forcément très positive. Ça explique aussi probablement pourquoi on ne se précipite pas. Ceci dit, je veux mentionner le fait que le président Macron a rencontré le Premier ministre pakistanais à Washington, Shahbaz Sharif, et la France a proposé d'organiser une conférence internationale des donateurs d'ici la fin de l'année. Ouais. Alors on y reviendra sur la diplomatie de la catastrophe en quelque sorte, parce qu'il y a aussi ça dans ce qu'on vit depuis des semaines au Pakistan, et c'est assez passionnant à décoder. Mais je voudrais rester sur cette question des infrastructures avec vous, Françoise Vimeux. Alors c'est peut-être une évidence, mais je voudrais qu'on la détaille un peu. Si on compare des inondations dans un pays comme le Pakistan ou alors aux États-Unis en ce moment, il y a, alors je ne sais pas si c'est un cyclone, je crois que c'est le terme. Voilà, parce qu'il y a plein de termes différents, typhon, cyclone, tornade, donc c'est un cyclone, c'est ça. Bon, encore une fois, c'est une évidence, mais pourquoi les infrastructures d'un pays riche résistent beaucoup mieux, quoi ? Il faut quand même l'expliquer un peu en détail. Alors, je pense que ce qu'il faut rappeler, c'est que le risque, c'est gouverné par 3 aspects. D'abord, vous avez l'aléa climatique, donc c'est des pluies torrentielles, c'est un cyclone, un ouragan qui passe. Vous avez ensuite l'exposition. Là, au Pakistan, on avait des plaines inondables où vous trouviez des habitants, donc des habitations, des infrastructures telles que des routes, des ponts, des écoles, des établissements de santé, des cultures, la culture du coton, vous trouviez aussi le bétail, etc. Donc il y avait une énorme exposition à l'aléa de l'inondation. Et puis la différence en fait entre pays du Nord et pays du Sud, c'est le 3e aspect, c'est la vulnérabilité. Et vous l'avez très bien dit, on a vu ce matin, en tout cas j'ai vu ce matin, des photos terrifiantes de submersion marine en Floride, et pourtant il va y avoir uniquement des dégâts matériels. Pourquoi ? Parce que c'est un État qui est organisé, il y a eu une alerte il y a quelques jours, les gens se sont déplacés, ils savent
se déplacer, mais où aller, ce qui n'est pas forcément le cas au Pakistan. D'abord, il n'y a pas forcément un système d'alerte. Ensuite, les gens se déplacent, mais s'ils se déplacent à 10 km, ça ne change pas grand-chose. Et donc, c'est là la différence, c'est la vulnérabilité. Moi, je pense que c'est le mot-clé entre pays du Nord et pays du Sud. Ce n'est pas forcément l'aléa climatique. L'aléa climatique touche aujourd'hui tous les territoires, presque aussi durement les uns que les autres. Les États-Unis, le Pakistan, certains vont être moins touchés, mais c'est pas forcément des pays du Sud, c'est pas forcément des pays du Nord, mais c'est la manière dont on va gérer notre vulnérabilité, la manière dont on s'est déjà adapté. Et ça, c'est très important. Et effectivement, l'adaptation n'est pas extraordinaire dans nos pays européens, mais au moins elle existe pour partie. Et l'exemple des États-Unis, je trouve, est très parlant de ce point de vue-là. Gilles Bouqueyras, la prévention, c'est presque un luxe de pays riches, on pourrait dire ça comme ça ? Oui, tout à fait. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Comme je le disais tout à l'heure, le pays traverse une crise financière. Ils ont enfin obtenu un déblocage d'une tranche d'un prêt du FMI récemment, très récemment. Ils demandent d'ailleurs une nouvelle tranche, un nouvel octroi de prêt. Encore une fois, c'est des aléas, mais qu'on rencontre aussi en Inde. Je veux dire, il n'y a pas très longtemps, Bangalore, qui est pourtant le siège de l'informatique indienne, la ville était sous les eaux. C'est vrai aussi dans le nord-est de l'Inde, en Assam récemment, il y a eu des inondations catastrophiques. Donc c'est un phénomène qui touche toute l'Asie du Sud, qui n'est pas seulement limité au Pakistan. Mais encore une fois, effectivement, ça coûte cher une politique de prévention. Et c'est un pays qui n'en a pas vraiment de lutte. Alors vous nous le disiez, l'Asie du Sud-Est particulièrement touchée. On va évoquer la question maintenant des réfugiés climatiques et je propose à Tam Khanui de nous rejoindre. Rebonsoir Tam, avec des données donc sur les conséquences humaines de ces catastrophes naturelles en Asie du Sud-Est justement. Et oui, ces 10 dernières années, entre 2010 et 2021 exactement, eh bien, il y a eu 225 millions de personnes qui sont devenues réfugiés climatiques dans cette région d'Asie-Pacifique. C'est la région du globe qui comporte le plus de déplacés pour ces raisons. Et encore, les chiffres sont en deçà de la réalité puisque cette étude n'a pas pu prendre en compte ce dont vous parliez à l'instant, c'est-à-dire les récentes inondations au Pakistan. Si l'on regarde les pays les plus touchés ces 10 dernières années, on va trouver sur ce triste podium, d'abord la Chine avec 70 millions de déplacés, les Philippines 50 millions de déplacés et enfin l'Inde 41 millions de déplacés. Là encore, ces 10 dernières années. L'étude qui a fourni ces chiffres a été réalisée par la Banque asiatique de développement et l'IDMC, un institut norvégien qui a compilé toutes les données en matière de déplacement climatique. Est-ce que les inondations représentent la première cause de déplacement de population ? Oui, elles sont à l'origine de près de la moitié des déplacements, avec 113,6 millions de personnes qui ont été frappées en raison d'inondations. On va voir des images, les images des inondations de 2010 en Chine. Rien que cette année-là, 15 millions de Chinois ont dû fuir les inondations, en cause les pluies diluviennes de la mousson, les typhons, les tempêtes qui se sont aggravées en fréquence, en intensité avec le réchauffement climatique. Le rapport met aussi en cause plus directement des facteurs d'origine humaine. Alors l'urbanisation rapide dans cette région du monde, ce sont les mots du rapport. Et selon les projections de l'étude, 18 millions de personnes par an sont susceptibles d'être déplacées à cause d'inondations. 80% de ces personnes vivent en région urbaine ou périurbaine. Ça se comprend aussi puisque beaucoup de villes sont situées en région côtière ou encore à proximité de fleuves. Enfin, le rapport met aussi en cause la construction de grands barrages en Asie du Sud-Est qui ont rendu les pays plus vulnérables aux inondations. C'est le cas pour les pays le long du Mékong, Cambodge, Laos, Myanmar, Chine, Thaïlande ou encore Vietnam. Donc désastres humains, mais aussi, on l'a évoqué à propos du Pakistan, désastres économiques pour ces pays qui demandent à être indemnisés. Oui, qui doit payer pour l'impact catastrophique des ouragans, des inondations, des feux de forêt, etc. Les pays en développement sont les plus touchés, sont les plus vulnérables, vous le disiez. Ils sont les plus touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Ils sont les moins responsables. Ils réclament donc une aide, un mécanisme de financement aux pays du Nord. Les pays du Nord, ils ont eux promis une aide de 100 milliards de dollars par an à destination des pays du Sud. Or, pour l'instant, le compte n'y est pas. En 2020, ils ont mobilisé 80 milliards de dollars seulement. Et
Et ce sujet des financements, eh bien, il cristallise de nombreuses tensions à l'approche de la COP 27, la COP qui aura lieu en Égypte au mois de novembre prochain. Oui, merci Tamas. Sharm el-Sheikh, pour être précis, effectivement, ces chiffres, on les donnait tout à l'heure avec, avec vous. Non, il n'y a aucun problème. Vous savez, moi, je pense qu'il faut souvent répéter pour que les messages passent. Qu'est-ce qui peut se jouer là à cette COP 27 ? Qu'est-ce qu'on peut en attendre sur cette question précise, finalement, d'une sorte de redistribution ou de solidarité des pays les plus riches envers les pays les plus pauvres, qui, je le rappelle, ont un impact carbone qui est faible et qui sont souvent en première ligne dans les catastrophes climatiques? Ce sera déjà quelque chose qui ne se jouera pas le jour de la COP 27. Hein. D'accord. C'est des processus qui prennent du temps, en fait, parce que le décider, faire une jolie photo... C'est dans 40 jours. Hein. C'est dans 40 jours. Mais oui, non, mais c'est sur plusieurs années. D'ailleurs, c'est sur plusieurs décennies, parce qu'en fait, les processus coopératifs, ils se font à partir des banques de développement de chaque pays, en coopération avec les banques de développement locales, nationales et internationales. Donc, c'est quelque chose qui, de toute façon, ne va pas être solutionné par le fait qu'une quarantaine de dirigeants prennent une jolie photo en costard. Mais c'est important qu'on ait des échéances comme ça aussi pour remettre le sujet sur la table. Là, il y a une idée qui est en train de sortir et qui a priori va se réaliser pour la COP27, de faire une feuille de route, un échéancier, une forme d'échéancier des financements destinés aux pays des Sud. Ça, c'est quelque chose qui typiquement est important parce qu'avec ça, vous pouvez aussi typologiser les endroits, en tout cas la manière dont vous ciblez vos financements. Et là, actuellement, sur les 100 milliards dont votre journaliste parlait, il y en a à peu près... qui de fait sont que 80 milliards par an, il y en a à peu près un tiers seulement qui est consacré à l'adaptation. Donc ça veut dire que 2 tiers sont envoyés vers l'atténuation, donc la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ce qui n'est en fait, pour un grand nombre de ces pays, pas l'enjeu premier. Donc il faut mieux flécher cet argent, c'est ce que vous dites. Il va falloir mieux le flécher et après il va falloir réussir à atteindre la coopération optimale, ce qui n'est pas simple du tout, et pas seulement pour l'enjeu climatique, avec les pays en développement pour réussir à trouver la manière d'utiliser au mieux cet argent-là. C'est toujours la question qui revient. Si on est un peu cynique, et là je reviens à la question des réfugiés climatiques, c'est aussi l'intérêt des pays du Nord, des pays les plus riches, de faire en sorte qu'il n'y ait pas autant de réfugiés climatiques dans les prochaines décennies. Est-ce qu'il n'y a pas ça qui rentre aussi un petit peu, mais je pense que vraiment c'est pas l'enjeu principal pour eux, parce que la plupart des réfugiés climatiques seront des réfugiés locaux. Oui. Donc, c'est-à-dire ils vont pas aussi loin. Ils vont pas aller aussi loin. Ils vont où, justement, les 33 millions de Pakistanais qui sont réfugiés, ils sont où? Peut-être que Gilles Beaucaire peut répondre. Ils sont réfugiés dans des camps, notamment à Karachi, qui ont été créés pour les accueillir. Donc ils sont restés dans le pays. Ah oui, bien sûr, absolument. Oui. Parce que quand on parle de réfugiés climatiques, ça peut être des processus très longs aussi dans le temps. Enfin, prendre la décision de quitter un pays, il faut peut-être qu'il y ait, je sais pas, hein, je réfléchis un peu tout, mais plusieurs catastrophes enchaînées pour que finalement une famille se dise on va quitter notre pays. Je ne suis pas du tout spécialiste des processus psychologiques qui mènent à cette décision-là, mais le fait que ce soit local est quand même important parce qu'on a l'impression aujourd'hui en Europe, et c'est propagé par un certain nombre de discours aussi partisans aujourd'hui, que suite au réchauffement climatique, vous allez avoir une armada de réfugiés climatiques, qui est un terme qui par ailleurs est difficilement quantifiable juridiquement et qui donc va poser des problèmes aux juristes dans les prochaines années, de réfugiés climatiques qui vont arriver en Europe. Alors qu'en fait, la répartition sera dans les pays environnants et dans les pays mêmes. Donc ça va juste être des relocalisations de ces gens-là qui vont subir ces catastrophes, et ça va être des flux qui vont, pour la grande majorité, ne pas arriver en Europe. Et par ailleurs, les réfugiés seront ceux qui auront réussi à le faire. Donc ça veut dire que vous avez quand même un certain nombre de personnes qui vont mourir à cause de ces conséquences-là, et en particulier dans des pays qui sont très peu adaptés. Donc vous avez vraiment cet enjeu-là de se rendre compte de ce fait-là et de pouvoir aussi adapter en fonction de la vulnérabilité, non seulement internationale, c'est-à-dire du pays, mais aussi des individus à l'intérieur de ce pays-là, et donc de flécher vers les plus modestes ces solutions-là. Oui, en fait, sur les réfugiés climatiques, je crois que les seuls réfugiés qui vont quitter leur territoire, c'est ceux qui quittent les petites îles, les États insulaires, à cause de la montée du niveau des mers et puis des submersions marines et donc des inondations qui peuvent arriver. Sachant que c'est bête à dire, mais quand vous êtes sur une île, vous êtes entouré d'eau, et donc si ça monte, eh bien vous avez. Il n'y a pas d'autre choix que de partir. Que de partir. Ouais. Et ce qui vient d'être dit est tout à fait vrai. Il va y avoir des relocalisations très très locales. Ce qui veut dire que ce sera aussi des relocalisations qui ne seront pas forcément pérennes, entre guillemets. Et donc, on va avoir un peu des nomades du changement climatique. Et je trouve que c'est particulièrement problématique parce que qui dit nomade dit des conditions de vie qui sont quand même particulièrement difficiles, peut-être plus difficiles que ce qu'elles étaient auparavant.
Mais alors si on change de continent, si on parle du continent africain, vous nous dites qu'il ne va pas y avoir plus de réfugiés venus. Alors je ne suis pas en train de reprendre le discours d'une certaine partie de la classe politique, mais c'est quand même certainement une question que les téléspectateurs se posent. Il ne va pas y avoir plus de réfugiés venant de ces pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique saharienne, à cause des conditions climatiques. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis, je ne suis pas spécialiste des migrations non plus. Je ne suis pas spécialiste de grand-chose, je vous l'accorde. Non, mais c'est une vraie question quand même. Parce que j'entends le discours considérant n'agitons pas les peurs sur ces questions des réfugiés climatiques. Mais il y a peut-être une réalité qui est différente d'un continent à l'autre aussi. Certainement, mais en tout cas, les chiffres de la Banque mondiale montrent que je crois que c'est les 2/3 ou les 3/4 des réfugiés vont être des réfugiés locaux. Donc dans les pays qui sont directement limitrophes. D'accord. Et vous avez un quart qui vont aller plus loin que ces pays limitrophes et donc qui potentiellement effectivement pourraient arriver dans des pays comme l'Europe, mais comme les États-Unis, comme la Chine. Donc vous avez des enjeux qui sont vraiment comme l'Inde, bien sûr. Le Pakistan, c'est quand même le pays. De toute façon, les gens vont aller dans des endroits où ils ont des liens culturels quelconques, que ce soit la langue, que ce soit de la famille, que ce soit des diasporas. C'est à ça que ça va se résumer à un moment ou un autre. Françoise Vimeux, cette liste là désastreuse, des pays les plus vulnérables face au changement climatique. Donc il y a le Pakistan, vous nous l'avez dit, en 8e position. Oui. Alors moi j'ai une vision un peu plus macro, c'est-à-dire que on sait que dans la bande tropicale, subtropicale, je crois que ça a été dit, on va avoir des conditions potentiellement mortelles lorsque l'on va avoir des conditions couplées de températures extrêmes, donc des vagues de chaleur, et des humidités particulièrement élevées. C'est exactement ce qui s'est passé au Pakistan ces derniers mois. Alors c'est ce qui s'est passé. Enchaînement, sécheresse, inondation. Alors quand c'est un enchaînement, c'est pas en même temps. Quand il fait très chaud, en même temps, c'est-à-dire il fait très très chaud et en plus vous avez un taux d'humidité très élevé, donc ça empêche votre corps de se refroidir par la transpiration, parce que la transpiration, ça crée une évaporation, l'évaporation ça vous refroidit, comme quand vous sortez de votre douche. Et on sait par exemple qu'aujourd'hui on est sur des trajectoires de réchauffement qui nous emmènent aux alentours de 3 degrés à la fin du 21e siècle. Et on sait que dans ces conditions, le Pakistan, une partie de l'Inde, du Bangladesh subissent par an plusieurs dizaines de jours où on a des conditions potentiellement mortelles à cause de ces extrêmes couplés de chaleur et d'humidité. Donc c'est des territoires qui deviennent quand même tout simplement invivables. Je voudrais rester sur cette notion d'injustice climatique. Elle a été très clairement exprimée par le Premier ministre pakistanais. C'était devant l'ONU la semaine dernière. Why are my people paying the price of such high global? Pourquoi mon peuple paie-t-il le prix d'un changement climatique aussi important sans que nous en soyons responsables? Nous ne contribuons en rien à cette situation. La nature s'est déchaînée sur le Pakistan sans tenir compte de notre empreinte carbone, qui est quasiment nulle. Nos actions n'ont pas contribué à cela. Il est donc tout à fait raisonnable d'attendre une certaine forme de justice pour ces pertes et ces dommages, sans parler d'une meilleure reconstruction avec résilience et force. Gilles Bokera, qui est venu en aide au Pakistan très concrètement depuis le début de cette crise? La France a déployé des secours de première urgence et des secouristes. Beaucoup de pays, notamment des pays du Golfe Persique où il y a une grande communauté expatriée pakistanaise, comme on le sait. Les États-Unis, bien sûr. D'ailleurs, le Premier ministre et son ministre des Affaires étrangères, le fils Bhutto, ont passé beaucoup de temps aux États-Unis ces derniers jours pour justement attirer l'attention de la communauté internationale autour des problèmes du Pakistan. Il ne faut pas perdre de vue une chose, c'est que déjà avant même ces inondations, selon les chiffres du Programme alimentaire mondial, 43% de la population souffrait d'exposition à l'insécurité alimentaire. 38% des enfants de moins de 5 ans souffraient de retard de croissance. Donc on est déjà un pays affaibli finalement physiquement, presque quasiment, on ne peut pas dire que oui, physiquement, auquel il faut venir en aide. Une des demandes du Pakistan, c'est d'ailleurs notamment que le pays est malheureusement assez endetté et qu'il y ait un assouplissement et un rééchelonnement de la charte de la dette. Alors vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, mais je voudrais qu'on rentre en détail toujours à propos des conséquences diplomatiques de cette catastrophe. Vous vouliez, Laetitia, souligner un début de réchauffement entre la
la France et le Pakistan, et donc illustré par cette rencontre entre Emmanuel Macron et le Premier ministre pakistanais. C'était en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure, monsieur, c'est vrai que c'est un geste diplomatique assez fort. Alors bien sûr, la France a renouvelé sa promesse d'aide humanitaire et matérielle, mais aussi la nomination d'un ambassadeur du Pakistan en France. Et ça, oui, c'est un signal de réchauffement entre les deux pays. Oui, alors ça se fait, il faut le rappeler, dans un climat qui était avant cela très tendu entre la France et le Pakistan. Le froid avait été jeté en 2020. Pourquoi ? Parce que la caricature du prophète Mahomet était ressortie en France à l'occasion de l'ouverture du procès des attentats de Charlie Hebdo en 2015. Et ensuite, il y a eu les deux discours d'Emmanuel Macron, l'hommage à Samuel Paty, assassiné à Conflans-Sainte-Honorine, et puis le discours de la Sorbonne sur les séparatismes. Et à la suite de ces événements, il y a eu des manifestations ultra-violentes anti-françaises qui se sont succédées au Pakistan et qui étaient instrumentalisées par un mouvement islamiste très influent là-bas, le TLP, et qui demandait par exemple le boycott des produits français et le renvoi de l'ambassadeur français. Qui a finalement pas eu lieu. Paris avait quand même rappelé une quinzaine de diplomates, c'est ça ? Oui, c'était en avril 2021. C'était une mesure préventive car il y avait des menaces d'attentats qui étaient envisageables. D'ailleurs, en mai, le Sénat avait auditionné Marc Berratti, l'ambassadeur français à Islamabad, qui avait déclaré, c'était une audition à huis clos, je précise. L'ambassadeur avait déclaré: sur le plan politique, nous avons eu le sentiment qu'en s'en prenant à la France et à son président, les plus hautes autorités pakistanaises ont en quelque sorte donné le feu vert à une campagne anti-française. Et c'est vrai qu'à l'époque, il faut s'en rappeler de ces mots très violents. Par exemple, de la ministre des Droits de l'Homme qui avait affirmé: Macron fait aux musulmans ce que les nazis infligeaient aux juifs. Voilà, on allait loin. Le président pakistanais avait estimé que le projet de loi sur le séparatisme français portait atteinte aux musulmans du monde entier. Donc il faut aussi, à l'aune de cette mémoire récente finalement, on a une mémoire courte, mais c'était il y a 2 ans, il faut comprendre peut-être l'engagement que certains jugent modeste de la France dans l'aide qu'elle apporte au Pakistan. Gilles Bocqueira, on en est où des relations entre la France et le Pakistan aujourd'hui, et qu'est-ce que ça peut changer dans justement cet engagement d'aide française après les inondations ou pendant ces inondations, parce que c'est pas fini? Oui, parce qu'effectivement, comme ça vient d'être rappelé, la relation a été extrêmement tendue ces 3-4 dernières années entre les deux pays. Imran Khan, d'ailleurs, le Premier ministre pakistanais sortant maintenant, n'avait rien fait pour calmer et apaiser les tensions entre les deux pays sur la question des caricatures. On a rappelé effectivement ce parti, le Tehreek-e-Labbaik Pakistan, qui a fait de la défense de l'honneur de prophète son fonds de commerce. C'est un parti puissant là-bas ? C'est un parti qui a une capacité à faire descendre les gens dans la rue, surtout. Électoralement, ils essaient maintenant de participer à des élections. C'est pas un parti qui pèse électoralement, mais qui pèse sur les esprits, si vous voulez. Et effectivement, là, c'est un tournant, parce que la rencontre entre le président Macron et le Premier ministre pakistanais est un tournant et marque un certain réchauffement entre les deux pays. Et ça se ressent aussi dans les médias, c'est-à-dire que le fait que la France ait aidé, parce qu'il y a une aide internationale, j'imagine qu'il y a beaucoup de pays qui sont mobilisés, peut-être pas qu'il y ait un focus fait par des médias pakistanais sur ce que la France est en train de réaliser là-bas. Non, évidemment, ce qui importe surtout les Pakistanais, c'est l'aide que peut apporter les États-Unis. Encore une fois, si on parlait que la relation entre la France et le Pakistan était tendue, ça en était de même la relation entre les États-Unis et le Pakistan du temps d'Imran Khan. Et là aussi, il y a une nette décrispation entre les deux pays. Alors, je parlais de diplomatie de la catastrophe. Justement, vous faites référence aux États-Unis. Je vous propose une séquence assez édifiante qui concerne le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, l'équivalent de notre ministre des Affaires étrangères, qui s'est rendu au Pakistan. Vous allez bien écouter ce qu'il dit et ensuite la réponse de son homologue pakistanais. Regardez.
J'ai exhorté nos collègues à solliciter la Chine à propos des questions importantes d'allègement et de restructuration de la dette, afin que le Pakistan puisse se remettre au plus vite des inondations. Je suis déjà engagé dans des conversations très productives avec la Chine, qui a déjà offert un soutien énorme, non seulement sous la forme d'aide, mais aussi en ce qui concerne nos paiements. Je pense qu'il est plus productif de se concentrer sur les relations bilatérales de chacun. Je laisserai mes conversations à la Chine, entre moi et la Chine. Gilles Bocquerat, je reste avec vous parce que c'est quand même assez étonnant de voir qu'en pleine catastrophe humanitaire, catastrophe climatique, finalement, il y a toujours le bras de fer entre les États-Unis et la Chine qui s'invite dans les conversations. C'est-à-dire que la Chine est maintenant le premier partenaire du Pakistan en termes d'assistance militaire, de vente d'armes, d'investissement privé. Il y a le fameux projet de corridor économique Chine-Pakistan, dans lequel la Chine a mis 60 milliards de dollars. La Chine a ses intérêts propres d'encerclement de l'Inde en s'appuyant sur le Pakistan. Mais c'est vrai que là aussi, on a un affrontement Chine-États-Unis au Pakistan. Et le Pakistan, plutôt les États-Unis, essaient de regagner pied au Pakistan à travers le nouveau gouvernement dirigé par Shahbaz Sharif. Mais est-ce que c'est aussi pour tenter de contrôler la menace terroriste sur les territoires occidentaux ? C'est-à-dire, il y a toute la controverse qui a été apparue à l'occasion de la mort d'Al-Zahawi, comme quoi les talibans afghans ont accusé le Pakistan d'avoir autorisé le survol du territoire pakistanais par des drones américains. Donc effectivement, il y a toujours cette idée que le Pakistan creusait du terrorisme et essaie de montrer maintenant une image plus propre à l'Occident. Il nous reste 3 minutes dans ce débat et je voudrais vous entendre l'une et l'autre avec 2 questions très, très spécifiques. On va parler du cycle de l'eau pour terminer avec vous, Françoise Vimeux. Mais je voudrais... Quelles leçons vous pouvez tirer d'une séquence comme celle-là, de cette catastrophe au Pakistan pour réinventer en quelque sorte le rapport Nord-Sud? Parce que vous nous dites il y a des négociations qui durent depuis des décennies, mais finalement le logiciel il n'a pas vraiment changé. Est-ce qu'il tient suffisamment compte de ce défi climatique majeur? J'aimerais vous proposer une réponse magique en 2 minutes qu'on pourrait appliquer dès notre sortie du plateau, mais malheureusement, ça n'existe pas. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est effectivement, je pense que le défi climatique aujourd'hui n'est pas encore complètement intégré au-delà des logiques Nord-Sud, aux logiques de développement international. C'est-à-dire que vous avez typiquement dans les banques de développement, on se concentre d'abord sur le développement économique et ensuite on y ajoute ce qu'on appelle du coup le développement durable qui vient en seconde main. Et là, la difficulté dans des cas pas comme le Pakistan, mais vous avez pareil ce cas beaucoup en Afrique subsaharienne, en partie en Amérique du Sud, de pouvoir construire immédiatement des infrastructures qui soient résilientes, pas seulement économiquement, mais écologiquement. Et ça, c'est pas simple, et c'est quelque chose c'est des compétences qui manquent aussi. C'est pas seulement le fait que ce soit pas intellectuellement intégré, c'est qu'on a des compétences aujourd'hui qui ne sont pas encore présentes parce que les gens qui sont formés au développement international, et moi je l'ai été, ne sont pas formés nécessairement à ces enjeux-là. Donc il y a tout le long de la chaîne de développement, vous avez cet effort-là à faire de former les gens, d'appliquer ces processus-là et in fine, évidemment, d'obtenir les financements nécessaires. Parce qu'on en revient toujours, et on en reviendra toujours dans le cas au moins au début pour lancer la transition climatique, à cette question-là essentielle du financement. Et alors cette catastrophe au Pakistan, elle est malheureusement passionnante à décoder parce qu'il y a tous ces leviers finalement et tous ces fils à tirer, et notamment, j'en reviens à votre expertise de climatologue, le cycle de l'eau. Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur ce cycle qui est en train de devenir assez chaotique en fait? C'est exactement ça. En fait, on sait que dans les régions équatoriales, la variabilité du cycle de l'eau va augmenter. Ça va être de plus en plus chaotique d'une année à l'autre. C'est-à-dire qu'on va devoir faire face à des événements complètement différents et qui vont s'enchaîner d'une année à l'autre. Et on sait aussi que cette variabilité, elle augmente beaucoup plus fortement et intensément que le réchauffement lui-même. Donc ça complique quand même énormément les choses. On sait aussi que dans ces régions-là, il y a toujours une
d'une part de la variabilité climatique naturelle qui est là, et donc des fois c'est difficile de décortiquer ce qui est attribuable au changement climatique et ce qui ne l'est pas. Et puis dans certaines régions, c'est pas forcément le cas du Pakistan et de l'Inde, mais on sait que la variabilité du cycle de l'eau va aussi être plus intense à l'intérieur d'une saison. Par exemple, si on prend le cas de l'Amérique du Sud, on sait qu'on va avoir de longues périodes sans pluie, et puis quand il va se mettre à pleuvoir, il va vraiment pleuvoir énormément. Et donc là, on change vraiment le cycle de l'eau sur beaucoup d'échelles de temps. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Je rappelle, Gilles Bocquera, le titre de votre livre publié aux éditions Talendier, Le Pakistan en 100 questions. Merci encore et à bientôt sur Public Sénat. Je vous dis à lundi pour un nouveau numéro de Sens Public, avec un petit zoom avant radical, mais c'est bien, ça donne la pêche. Et puis demain matin, Oriane Mancini, c'est à 8h, c'est dans la matinale. Elle reçoit Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France. Merci.